bonsoir à vous. On va prendre la direction de Mars ce soir, évidemment, dans la foulée, si l'on ose dire, de Curiosity, qui lui a 6 roues. Vous savez que le robot s'est posé hier matin sans encombre sur le sol rouge martien. Il doit nous dire si oui ou non les conditions de la vie sont réunies, ou plus exactement, ont été réunies un jour sur Mars. Le paradoxe, c'est que là, depuis 24 heures, un peu plus, on rêve devant des photos de Mars, alors que la conquête spatiale est dite en panne, qu'on a pratiquement renoncé à envoyer des hommes sur la Lune, et qu'on réduit généralement les budgets. Alors qu'est-ce qu'on va chercher là-haut? Il y a eu 2,5 milliards investis, par exemple, dans cette mission Curiosity. En valent-ils la peine? Et finalement, Curiosity, est-ce que c'est un baroud d'honneur? Ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle aventure pour l'homme dans l'espace? Mars, alors, on y va quand? Voilà le titre de l'émission de ce soir. On attend vos questions via SMS, Internet et les réseaux sociaux. Et on va en parler avec l'astrophysicien André Braic. Vous êtes chercheur au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Vous enseignez à l'université Paris 7 Diderot. Vous êtes accessoirement l'homme qui a découvert les anneaux de Neptune et l'auteur, entre autres, de Feu et de glace, planètes ardentes. C'est publié chez Odile Jacob. Alain Sirou, directeur de la rédaction de Ciel et Espace, et également de la nouvelle revue Macrocosme, dont on salue l'émergence, directeur de l'Association française d'astronomie, directeur général de l'Association française d'astronomie. Vous êtes également consultant scientifique sur Europe 1. Isabelle Sourbès-Verger, vous êtes géographe, spécialiste des politiques spatiales. Certains diront de ce qu'il en reste de politique spatiale au CNRS. Vous êtes également l'auteur d'un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace, publié chez Duno. Enfin, le dernier mais pas le moindre, Michel Viseau, vous êtes vétérinaire de formation, vous êtes le responsable des programmes d'exobiologie au Centre national d'études spatiales. Vous recherchez autrement dit des traces de vie dans l'univers, ou des extraterrestres, des petits hommes verts ou des petits bouts d'hommes verts fossilisés, voire des traces de carbone. Regardez cette photo que nous a envoyée Curiosity, c'est l'une des premières. Pardonnez-moi, c'est une boutade, mais c'est la photo noir et blanc la plus chère du monde. Ça fait 2,5 milliards d'euros le cliché, ça fait un peu cher, non? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la plus belle photo. Remontrons-nous la photo. Voilà. Dites-nous ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a 10 ans de travail, il y a 600 pilotes de la sonde qui vont travailler pendant des années, il y a des centaines de scientifiques, il y a de la recherche, il y a de l'imagination, il y a de l'innovation, il y a une envie de découverte tout à fait extraordinaire. Et puis 2,5 milliards d'euros, c'est un budget global, payé par les États-Unis, en partie aussi par la France, mais combien on paye, nous? Je pense que c'est, Michel le dira mieux que moi, mais c'est quelques dizaines de millions d'euros, j'imagine, sur l'ensemble. Enfin bon, on verra ça peut-être en détail, mais on a, enfin, le CNES a aidé les laboratoires à fabriquer leurs instruments pour à peu près 40 millions d'euros, ce qu'on appelle les dépenses externes. Le CNRS a contribué, généralement, on dit que c'est à peu près 50%, c'est à peu près la même somme, donc pour la France, c'est à peu près 80 millions d'euros au total. Mais par rapport aux États-Unis, c'est une journée de budget du Pentagone. C'est-à-dire que c'est 2 jours de guerre en Irak. C'est 2 jours de guerre en Irak. Et puis, comparons avec les choses comparables, quoi. C'est-à-dire, c'est par rapport au programme Apollo, par exemple, quand on le ramène en francs, en euros constants par rapport à aujourd'hui, eh bien, c'est 1/50e du programme Apollo, peut-être même moins. Donc, il faut pouvoir ramener les choses en comparaison. Je voudrais que vous me disiez, André Braic, ce qu'on voit sur ce cliché. Qu'est-ce que ça montre? Je réponds plus complètement. Oui. Cette photo n'est pas chère du tout. On a fait beaucoup plus cher avec notre sonde spatiale. Et d'autre part, c'est un investissement. Et il faut comprendre que dans la vie, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Bon. Et cet investissement va nous permettre de faire un tas d'économies, un tas de progrès. Donc c'est un des actes les moins chers que les hommes ont jamais fait, ce que ne comprennent pas toujours les hommes politiques. Qu'est-ce que ça montre? Parce que on dirait un gros nuage blanc derrière. On voit un paysage assez plat. Je vois pas la photo devant moi, mais enfin, je l'ai vu ce matin. On voit un paysage assez plat, avec derrière une montagne. Pourquoi c'est plat? Parce qu'on est au fond d'un cratère où l'on soupçonne qu'il y a eu dans le passé un océan. Qui dit océan dit que peut-être des choses sont développées à l'intérieur. Et devant, il y a une montagne qui fait environ 5000 mètres de hauteur. C'est le Mont Blanc, quoi. Oui, c'est le Mont Blanc martien. martien. Parce qu'il y a moins de neige au sommet et qu'on va essayer de la gravir avec cette sonde-là. Donc c'est un paysage, je dirais, un petit peu ennuyeux pour l'instant. Mais les découvertes qui sont derrière sont le prélude à des choses extraordinaires dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Il y a une ombre, l'ombre portée qu'on distingue, c'est quoi? C'est l'ombre de Curiosity pour le coup? Tout à fait. Ça, oui, c'est absolument. Le soleil est derrière et éclaire la sonde. Le soleil est derrière. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est l'ombre portée de Curiosity sur le sol martien. C'est la première d'un grand album. C'est surtout ce qu'il faut se dire. Ce n'est que la première photo d'un grand album. Parce que Curiosity va travailler pendant au moins 2 ans. Si tout se passe bien entendu, et probablement pendant 10 ans. Imaginez qu'on ait eu la photographie du bateau de Christophe Colomb quand il est arrivé en Amérique.
On dirait, ah, c'est merveilleux, c'est un grand moment, c'est une histoire qui a commencé, et notre vie en a changé. Eh ben, la vie de nos enfants va changer avec ce genre d'aventure. Et c'est une photo, je dirais, qui ne donne pas idée de ce que l'on va avoir par la suite, parce que c'est une photo de placement. C'est-à-dire, c'est une photo noir et blanc, qui est, comme on dit, assez dégradée, mais dans quelques jours, le mât qui supporte les caméras de la sonde et qui est absolument, ces caméras sont extraordinaires, va se lever, va se déployer et faire des photos en couleur, des vidéos où on aura, je dirais, la finesse d'un cheveu sur les images de ce paysage martien qui est tout à fait inhabituel parce que on est dans une zone justement montagneuse et cratérisée. On va voir le détail de... Alors, certains disent l'amarcissage, vous me permettrez de dire l'atterrissage, parce que Bien entendu. ce mot-là au moins est dans le on n'atterrit pas sur la planète, on atterrit sur le sol. Voilà. Mais on va en voir les images. Mais quand même, je voudrais rebondir sur une phrase. Vous avez dit la vie de nos enfants va changer. Bien entendu. Franchement, cette mission Curiosity va changer la vie de nos enfants. Vous réalisez bien. Mais en quoi? Depuis quelques millénaires, notre vie a totalement changé, à raison de quoi? En raison de la science. Nous ne vivons pas comme nos parents. Vous vous levez le matin, vous téléphonez, vous prenez l'avion, vous allez à l'hôpital vous faire soigner. Tout ce que vos actes dépendent des découvertes faites dans les 10 ou 20 ans qui précèdent. Autrement dit, on est à un moment où nous sommes baignés par la science, c'est le progrès, c'est l'avancée de la civilisation, et nos citoyens, ils n'apprennent pas à l'école, les hommes politiques sont pas au courant, les directeurs de chaînes de radio et télévision n'ont jamais fréquenté le monde de la recherche, les grands directeurs d'industrie non plus. Et donc il y a ce paradoxe où nous sommes en train de changer l'histoire de l'humanité, où c'est merveilleux, et les gens l'ignorent. C'est pour ça que je vous remercie de faire une telle émission ici, parce que vous sensibilisez le public, bravo. Avec plaisir. Mais donc, ce que vous plaidez, c'est pour le pouvoir de l'émerveillement. Autrement dit, quand Usain Bolt fait 965 au 100 mètres, on s'en émerveille. Eh bien, émerveillons-nous de cette photo. C'est rigolo. Ça que vous venez de dire. Il court vite, ce qui est sympathique, mais enfin, c'est une autre dimension. Moi aussi, à l'école, je courais, j'en regarde pas les photos, forcément. Et pourtant, j'ai battu certains camarades dans le cours d'école. Et il n'est pas allé sur Mars, Usain Bolt. Non, mais marquez-vous non plus. Je ne souhaite pas y aller parce que les conditions sont un peu difficiles. Et l'entraînement que je devrais subir pour aller sur Mars m'empêcherait de faire les autres choses merveilleuses que j'ai envie de faire dans la vie. Alors, on va voir donc ce robot Curiosity qui s'est posé avec une précision, certains diront diabolique, en tout cas assez remarquable, il faut bien le dire. 237 mètres précisément de l'endroit prévu. Il faut mesurer qu'il a voyagé 8 mois dans l'espace et qu'il a parcouru 567 millions de kilomètres. 237 mètres de précision après 570 millions de kilomètres. Le plus beau, si on vous écoute, reste à venir puisque c'est un vrai laboratoire, en partie d'ailleurs réalisé grâce aux Français, qui a désormais atterri sur le sol martien. Ce sont des images commentées par Alice Malbert avec Grégory Roudier. Contact avec le sol, nous sommes bien sur Mars. Après plus de 8 mois et 567 millions de kilomètres parcourus dans l'espace, Curiosity s'est posé sur Mars sans encombre. Il est 22h32 en Californie. Les équipes de la NASA laissent exploser leur joie. Et pour cause, l'opération était périlleuse. Tout particulièrement la phase finale du voyage, les fameuses 7 minutes de terreur, pendant laquelle tout aurait pu basculer et ainsi compromettre le projet. La sonde, livrée à elle-même à 21 000 km/h, passe à seulement 2 km/h grâce à un parachute supersonique de 21 mètres de diamètre. 30 secondes après son déploiement, la capsule se sépare du bouclier thermique, chauffé à 1600 degrés par les molécules de gaz atmosphérique. Le robot est alors descendu en douceur par une corde en nylon sur le sol martien. Curiosity est l'engin le plus sophistiqué jamais construit qui se soit posé sur la planète rouge. Il va permettre de répondre à de vieilles questions sur l'existence d'une éventuelle vie sur Mars. Ce véritable laboratoire roulant de 2 milliards de dollars a pour mission ces 2 prochaines années de rechercher des matières organiques sur Mars. Et l'enjeu est de taille, déterminer si la vie a existé sur la planète rouge il y a 4 milliards d'années. Un bijou technologique qui comporte des instruments made in France, dont la CumCam. L'idée, c'est de prendre un laser de puissance, on le place ici en haut, on va concentrer la lumière le plus possible sur ce télescope et envoyer le faisceau laser jusqu'à une roche, un caillou, du sol, quelque chose d'intéressant sur Mars, 7 mètres de distance,
On va chauffer le plasma si fort que ça va faire une lumière, une petite lumière à 10 000 degrés. Eh bien, on regarde cette lumière par le même télescope, on en fait l'analyse de cette lumière et ça va nous donner la composition. Combien il y a de calcium, combien il y a d'aluminium, de fer, voire de barium. Et avec ça, on peut remonter à l'origine de la roche et à son évolution. Est-ce que ça vient d'un volcan? Est-ce que ça vient plutôt du manteau? Tout ce qui peut s'être passé dans le passé de Mars. Et si les Américains ont fait appel aux Français pour la CumCam, c'est qu'ils sont en avance sur l'IPS, une technologie optique d'analyse à distance à l'aide d'un laser, notamment développée au sein du Commissariat à l'énergie atomique depuis 25 ans. Sur cette expérience très simple, vous avez l'illustration de ce que fera CumCam, c'est-à-dire mesurer un signal qui va ressembler fortement à celui-là, et à partir des pics qu'on va détecter, identifier les éléments qui sont dans l'échantillon, et au-delà, reconnaître la roche à laquelle on a affaire. Les travaux du CEA ont ensuite été transmis au Centre national d'études spatiales pour fabriquer la CumCam en fonction des contraintes imposées par Mars. Au total, la France a investi 40 millions d'euros dans l'opération, une fierté pour le CEA, qui avait initialement développé cette technologie pour l'analyse du cœur des centrales nucléaires. Ces compétences, nous les avons poussées un peu à l'extrême parce que nous avons la nécessité de développer des outils analytiques toujours de plus en plus performants pour obtenir des résultats expérimentaux à l'intérieur des systèmes nucléaires, ce que d'autres laboratoires de recherche n'ont pas forcément la nécessité de faire. Ceci nous pousse à aller toujours plus loin. Et c'est cette compétence et cette expertise nationalement et internationalement reconnue, connue, qui a fait qu'on est venu nous solliciter, la NASA et le CNES. Autre instrument estampillé tricolore, SAM, un caisson qui analyse la composition du sol martien. Un travail similaire, mais plus précis que celui de CumCam. Pour l'heure, Curiosity est encore immobile, mais il a transmis à la Terre ses premières images, dont celle du mont Sharp, une montagne martienne qu'il va gravir d'ici un an. Voilà. Quelle est la distance Terre-Mars? On a dit tout à l'heure que Curiosity avait parcouru 570 millions de kilomètres. C'est ça la distance? Oui, cette distance, elle varie sans arrêt, puisque la Terre tourne autour du Soleil et Mars aussi. Donc au minimum, quand les deux astres sont au plus près, c'est un petit peu moins de 100 millions de kilomètres. Et au maximum, quand les deux astres sont au plus loin, de part et d'autre du Soleil, c'est plus de 200 millions de kilomètres. Autant dire en astronomie la banlieue proche. Nous traitons aujourd'hui des problèmes de banlieue proche, vous voyez. Et pour y aller, évidemment, on n'y va pas en ligne droite. Il n'y a pas un moteur comme dans ces mauvais films de science-fiction qui pousse la sonde. Simplement, quand on lâche la sonde, elle tourne autour du Soleil. Et on s'arrange pour que l'orbite de la sonde autour du Soleil soit une espèce d'ellipse qui va rejoindre tangentiellement Mars. Donc le trajet parcouru est plus important. C'est ça son carburant, autrement dit. C'est le Soleil, bien entendu. Toutes ces sondes qu'on a lancées, elles tournent autour du Soleil. Elles s'échappent en quelque sorte de l'attraction de la Terre et puis elles tournent autour. D'où les 570 millions de kilomètres. On y va au plus court. C'est le plus court en énergie. C'est le plus court en énergie. Voilà. De la même manière qu'un avion qui va à New York, il ne creuse pas un tunnel à travers la Terre où il ne va pas par la ligne droite. Il prend par l'endroit où on dépense le moins d'énergie. Donc c'est le Soleil qui nous pousse. Oui, c'est tout facile. Ouais. Puisqu'on parle d'énergie, elle va fonctionner au nucléaire? Oui, absolument. Cette Twingo de l'espace, comme vous l'appelez, oui, dans votre journal? Oui, parce que les précédentes sondes étaient équipées de panneaux solaires, et donc elles étaient dépendantes du Soleil, et donc de la distance de Mars au Soleil. Et puis il y a aussi des tempêtes de poussière sur Mars qui avaient tendance par moment à recouvrir les panneaux solaires de poussière. Donc il y avait une stratégie qui était adoptée de se reposer l'hiver et de plutôt profiter de l'été. Et puis de positionner la sonde de telle façon à ce que le vent souffle les poussières. Là, on a, je dirais, une réserve nucléaire, en quelque sorte. C'est une batterie qui fonctionne de dioxyde de plutonium et qui rend la sonde autonome. Donc elle va pouvoir rouler au minimum pendant 2 ans et peut-être plus. Bon. Finalement, on en attend quoi? Beaucoup. Oui, d'accord. Une fois qu'on a dit ça, si j'ose dire, le champ des possibles reste entier. Donc qu'est-ce qu'on en attend? Dites-nous, puisqu'on cherche des traces de vie et que finalement c'est votre spécialité. Alors, l'exobiologie. Alors bon, d'abord les planétologues. Cette sonde, c'est un géologue, un planétologue, un chimiste, un exobiologiste. C'est tout ça en même temps. Et donc l'exploration, c'est vraiment une sonde d'exploration. L'objectif, c'est de regarder est-ce que à cet endroit-là, et donc sur Mars, les conditions favorables à une expression de vie ou à l'éclosion, à l'émergence de la vie ont existé. C'est ça le premier objectif. C'est intéressant, ça veut dire qu'on n'y cherche pas, à proprement parler, des traces de vie.
On cherche à savoir si la vie aurait pu se développer. Voilà. Est-ce qu'on aurait les pu conditions se étaient réunies. Est-ce que ces conditions ont existé? Bien entendu, le hasard, la chance peuvent faire que, au détour d'un chemin, on trouve une paire de lunettes. Ah, oui, mais quand même. Biologique, microbienne. Oui. Une trace. Ou il y a des fossiles, par exemple. Un petit fossile ou une trace absolument visible. Mais c'est très très improbable. Donc ce qu'on va chercher, c'est d'abord ces conditions d'environnement. Les déterminer, et l'avantage de l'endroit où ça atterrit, c'est qu'on a une sorte de livre ouvert avec un empilement de systèmes chronologiques, et donc on va voir comment les choses ont évolué et quand les choses ont arrêté d'être vivables, entre guillemets, ou au moment où les grandes transformations climatiques. On sait qu'il y a de l'eau sur Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau en tout cas. Il y a des traces. Dans le Oui, passé. c'est ça. Il y a des rivières, des lacs, etc. J'ai lu que depuis 1972, on a repéré des traces d'eau sur Mars. Des traces de lits de rivière, comme traces de dans lits le de désert rivière. australien, etc. Maintenant, ce qu'on soupçonne, c'est la présence de lacs souterrains. On n'a pas encore la preuve. Certains de mes collègues en sont persuadés, d'autres le doutent. Et dans ces lacs souterrains, est-ce qu'il pourrait y avoir des formes de vie plus ou moins primitives? C'est la question qu'on se pose. L'eau, ça suffit pas à la vie? Il faut 3 conditions pour rappeler la vie. Il faut de l'énergie, il faut de l'eau, il faut de la chimie organique. Conditions qui sont à notre grande surprise réalisées en beaucoup d'endroits dans le système solaire. Découverte récente de ces dernières années. Et sur Mars, le grand problème, c'est que Mars, dans le passé, avait un climat chaud et humide. Et donc, toutes les conditions étaient réalisées avant la Terre pour que la vie apparaisse. Est-elle apparue ou non? Si oui, ça veut dire qu'elle a pullulé partout. Sinon, il nous manque un petit maillon pour comprendre. Et nous sommes là à une question fondamentale. Comment vous passez de la matière inanimée à la matière biologique, qui intéresse aussi bien les philosophes que les métaphysiciens, que les scientifiques et que nous-mêmes? Donc l'eau, on croit le savoir, si je comprends bien, qu'il y en a eu. Il y en a eu dans le passé. Très bien. Donc on le sait. Alors Et on sait pourquoi elle est partie on ne aussi. croit pas le savoir, on le sait. Pourquoi elle est partie? Mars, c'est tout petit. C'est un petit machin. Comme je dis toujours en plaisantant, c'est comme ces personnes qui sont un peu manquées à la naissance, mais qu'on aime bien quand même. Pourquoi Mars est petit? Parce que le gros Jupiter l'a empêché de se développer. Pas de gravité. L'hydrogène est parti, l'oxygène, etc. Et si Mars avait eu la taille de la Terre, il y aura encore de l'eau sur Mars. Mais c'est pas le cas. Donc, il y a eu de l'eau sur Mars. Ça ne suffit pas. On cherche donc la chimie organique, c'est ça? On cherche la chimie des traces organique, de carbone? les traces de produits qui sont à base de carbone, un squelette de carbone avec dessus de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, et puis bien d'autres choses encore, et qui sont les choses qui se produisent, qui se fabriquent dans l'espace interstellaire et dans l'espace interplanétaire, qui tombent sur les planètes, mais qui aussi peuvent se fabriquer à l'intérieur, enfin à la surface des planètes, et quand elles s'assemblent, c'est ce qui conduit, d'après les scientifiques, à l'émergence de la vie. Et donc cette notion d'émergence, elle est importante. Et ce qui est important en allant sur Mars, c'est que toutes les traces de l'émergence de la vie sur Terre, sur Terre, on sait qu'il y a de la vie. Il y a des gens beaux, grands, forts qui utilisent des téléphones portables. Donc la vie existe, on en est sûr. C'est votre définition de la vie, c'est intéressant. C'est celle qu'on connaît. Ouais. Donc cette vie existe, on ne sait pas comment elle a émergé. Et toutes les traces de cette époque ont disparu sur Terre. Donc en allant sur Mars, on ira chercher des traces qui nous éclaireront sur l'émergence de la vie sur Terre. Et c'est ce qu'on va trouver, ce qu'on cherche. Et si on le trouve, bien entendu, ça va nous donner des indications, d'une façon générale, sur les conditions d'émergence de la vie. C'est vrai, on y va au petit bonheur la chance? Ah non, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que les missions précédentes, et en particulier des missions européennes comme Mars Express, ont permis de définir des zones où on sait que l'eau a coulé et est restée longtemps. Elle a stagné. Donc c'est ce fameux océan de Gale qu'on appelle ex-océan. Voilà. Et la preuve, c'était les argiles. Vous savez, l'argile, c'est la démonstration que justement ça s'est répandu dans l'eau et puis ça s'est stratifié. Donc la grande nouveauté de cette mission, c'est que finalement, on va à un endroit qui est connu pour être très ancien et être dans cette période de 4 milliards d'années où finalement les conditions étaient les mêmes que sur la Terre et ça n'existe plus sur la Terre. Il n'y a plus ce genre de roches. Parce que l'érosion, la tectonique des plaques, tout ça, tout a été effacé. Sur Mars, c'est comme un palimpseste. C'est-à-dire qu'on va lire dans les couches, dans les roches, les événements climatiques de cette époque-là. Un palimpseste, c'est un tableau qui a été peint sur un autre tableau. Donc on est en en train de lire le tableau sous le tableau, c'est ça que vous voulez dire? C'est un parchemin sur lequel on a écrit, puis qu'on a effacé, puis on a encore écrit dessus. Donc c'est des couches superposées et on les découvre une à une. Ouais. Alors donc pas au petit bonheur la chance. Pour autant, ce robot-là, il va y aller comme ça, non? Non, il a des plans. Attendez, racontez-moi, enfin quoi ça se passe en ce moment? Il est en train de. C'est un explorateur. Il va quelque part. Il va regarder une roche parce que ça là paraît intéressante. Il va Mais l'analyser. qui va dire qu'elle est intéressante? On communique depuis la Terre. D'accord. Pas en direct évidemment. Donc c'est la Terre qui avec quoi? On dit vous donne des 14 minutes de décalé? Ça dépend de la distance. Vous tournez autour de ça change sans arrêt. Si vous êtes place de l'étoile avec une réaction de 14 minutes, vous risqueriez d'avoir une collision. Donc vous voyez qu'il faut bien programmer à l'avance.
Et puis, bon, on va dire, ah, cette roche est intéressante. Ah, on va y retourner. Ah, maintenant, il y en a une beaucoup mieux à gauche. On y va. Et pas à pas. Et ce qui est merveilleux dans cette affaire, c'est que tous les spectateurs, tous les enfants du monde entier pourront suivre cette aventure. Et donc, c'est comme un jouet qu'on a à Noël avec un petit robot qu'on va suivre et les résultats qui arrivent grâce aux instruments que vous avez décrits. On n'a pas la trouille qui tombe en panne, si, mais enfin, comment dire, c'est semi-automatique. C'est-à-dire que le robot, il a une capacité de décision. Donc, en gros, tous les matins, on lui dit, voilà, tu dois aller là, tu vas faire ça, ça et ça. Et puis, il opère tout seul. Il reçoit sa feuille de route. Et si il a un problème en cours de route, soit il le règle lui-même, mettons qu'il trouve un caillou, il va faire le tour, sous les roues. Et puis, s'il est bloqué, il va s'arrêter et il va communiquer à la Terre en disant, je me suis arrêté parce que j'ai un problème. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Donc là, on va analyser, on va regarder, etc. Et les pilotes vont lui envoyer de nouvelles instructions en disant, voilà, tu fais ça. Donc tous les jours, les scientifiques, plus les pilotes, et c'est, je veux dire, deux équipes différentes, parce que les scientifiques vont s'intéresser aux instruments, aux résultats des expériences, savoir quelles roches ils vont investiguer, vont proposer aux navigateurs d'aller là, là, là et là, et puis il y aura des choix. Et on ne pourra pas tout voir, mais en même temps, chaque matin, il recevra sa feuille de route. Et ce qui est extraordinaire de penser, c'est que Mars, la journée martienne, c'est 24 heures et 37 minutes. Ça veut dire que les pilotes, tous les jours, vont se décaler d'une heure. C'est un jet lag martien pour ceux qui le conduisent. Et vous imaginez 2 ans de jet lag avec 1 heure de décalage tous les jours. Je pense qu'ils vont être fatigués à la fin. Bon, je veux pas lui porter la poisse, mais vous m'avez dit qu'il y avait des vents de poussière, des tempêtes, peut-être des tempêtes fantastiques. Bon, il y a des tempêtes martiennes. Il est protégé contre tout ça? Tout ça a été prévu? On sait que ça existe, que ça risque d'arriver pendant les 2 ans. Il peut s'auto-réparer si... On peut se mettre en protection à un moment donné. Mais est-ce qu'il sait se réparer lui-même? Enfin, là, il n'a pas de panneau solaire, donc il n'a pas... Enfin, si vous voulez, sur le plan mécanique, les tempêtes de poussière donnent des poussières importantes. Je suis inquiet pour mon investissement. Je suis sûr que ça va marcher. Bon, les poussières ne le mettent pas vraiment en danger. Il faudra peut-être protéger les optiques à un certain moment, s'il y a des tempêtes globales de poussière qui apparaissent, etc. D'ailleurs, il y a un système qui fait du monitoring permanent, enfin de la surveillance et du contrôle permanent de l'environnement autour des conditions climatiques, disons, qui existent. Mais je vais revenir sur les opérations parce que c'est important. Les opérations, c'est pas au petit bonheur à chance du tout. Tous les jours, des satellites qui tournent autour de Mars collectent les informations qui ont été collectées par le robot et les envoient sur Terre. Là, ces informations sont distribuées aux scientifiques responsables des instruments, les gens les analysent, ils se réunissent et ils déterminent des objectifs. Et ces objectifs sont ensuite transmis aux gens qui ont analysé le paysage autour avec les caméras de vision en 3D et qui disent, pour aller là, il faut faire le chemin comme ci, comme ci, comme ça. Et ensuite, ils envoient des gens. Il y a des débats, bien entendu, parfois animés, et après, on envoie les ordres. Donc c'est quelque chose. Et pour faire ce contrôle-là, par exemple, les scientifiques français, comme les autres scientifiques, sont pendant 3 mois en permanence au JPL, donc à Pasadena, pour être disponibles H24 et pour répondre aux questions. Au bout de 3 mois, on sait que les choses vont commencer à prendre une certaine routine, bien entendu, mais ils seront de garde chez eux. Et on aura par exemple pour un centre de contrôle de l'instrument, pour chaque instrument il y aura un centre de contrôle, et pour l'instrument de ChemCam, il y aura un centre de contrôle au CNES Toulouse. Et les scientifiques seront mobilisés quotidiennement pour répondre à ces questions. Alors s'il y a des tempêtes, eh bien ils les géreront. Je dis c'est pas une tempête qui apparaît comme ça, c'est pas des tornades qui apparaissent à la seconde. Ils le géreront comme des opérations, c'est-à-dire qu'ils prendront des décisions, ils diront ben, on va donner l'ordre au robot, donc avec 24 heures et quelques minutes de retard probablement, d'abattre le mât ou de se tourner dans l'autre sens, de façon, parce qu'on sait que le vent va venir de la gauche, et ben, il va mettre les optiques qui regardent vers la droite. Il y a eu des expériences, il y a déjà eu des robots sur Mars, jamais aussi lourds que celui-là, hein, si j'ai bien compris. Non. Mais les deux derniers, par exemple, ceux de 2004, c'était Spirit et Opportunity. Ouais. Ils tournent toujours? Alors, ils devaient fonctionner, leur mission nominale, c'était 3 mois. 2004, hein, donc 2004. Hein. Leur mission nominale, ils étaient pour 3 mois. Le premier Spirit a duré 7 ans. Et le deuxième Opportunity, il fonctionne encore, on en est à 9 ans. Il y en a un qui s'est ensablé, ils ont réussi à le sortir et Spirit lui-même actuellement est en panne, c'est fini, c'est terminé parce qu'il est arrivé sur une pierre. Il est comme, vous savez, une tortue qui est coincée, quoi. Bloqué. Sur le dos. Qui est bloqué, donc c'est terminé. Mais par contre, Opportunity continue. Et il devait faire quelques centaines de mètres. Aujourd'hui, on est à 32 kilomètres. C'est-à-dire, c'est extraordinaire, 7 ans, 9 ans après, pour une mission qui devait durer 6 mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément appris de la gestion et du pilotage de ces sondes. C'est-à-dire que ça devait durer quelques mois. Ça me vient, pardonnez-moi, mais Opportunity devait faire un 3000 steeple et il a fait un marathon. Oui, absolument. Du compte, hein. Tout à fait. Plusieurs marathons. Plusieurs marathons. Et surtout découvert des zones qui étaient vraiment pas dans le programme. Mais ça a permis au Jet Propulsion Laboratory de former, par exemple, des étudiants
qui sont devenus aujourd'hui des pilotes de la sonde et de constituer justement cette équipe de 600 astronavigateurs qui vont pendant plusieurs années se relayer pour piloter Opportunity, qui pour le compte est plutôt genre Formule 1. Mais je crois qu'on peut rendre hommage aux ingénieurs et techniciens qui, je vous le rappelle, dans les années 80, ont réparé la sonde Voyager 2 entre Saturne et Uranus, qui s'est tombée en panne. Et entre Saturne et Uranus, là on est à 2 milliards de kilomètres de la Terre, et bien en secouant comme il faut, dans le bon sens, on a fait couler le lubrifiant, etc. Et ça a marché au niveau d'Uranus. C'est une réparation extraordinaire, alors qu'il n'y avait pas un garagiste à côté. On a dit tout à l'heure, on l'a vu sur la photo d'ailleurs, au fond de cette première image, il y a cette masse blanche qui est donc le mont Sharp. Hein, ouais. C'est ça, sous votre contrôle, que j'ai appelé le Mont Blanc martien parce qu'il fait 5000 mètres de haut, 5 km de haut. Le voilà, il va grimper cette montagne, c'est l'objectif. Il ne risque pas là non plus de se casser la figure, j'imagine qu'il est fabriqué pour ça. Il y a un bain là quand même. Dites-nous, madame. Non, mais on va bien voir. Non, mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, je suis un peu décalée par rapport à tout ça, c'est en fait la masse de gens que ça mobilise, l'importance technologique de la chose. Et je pense que l'admiration qu'on peut éprouver, elle est aussi liée à cette fascination de la technologie dans son ensemble. Parce que pour la science, et je pense que vous serez d'accord, il y a autre chose que Mars qui peut intéresser les scientifiques. On n'est pas uniquement sur Mars. Là, on est sur quelque chose qui est à la fois un leadership américain, et c'est bien ce que le président Obama a dit. Alors ça tombe bien parce qu'il est en campagne, donc on lui avait beaucoup reproché de ne pas aller sur la Lune et d'arrêter le programme lunaire. Là, il montre que les États-Unis savent encore faire de grandes choses, et c'est des gigantesques mécanos électroniques, etc. Et à ce titre-là, les États-Unis sont probablement les seuls au monde à être capables aujourd'hui de faire ce genre d'exploration scientifique. Donc l'Europe en serait capable si elle s'en donnait les moyens. Mais l'Europe ne s'en est pas donné les moyens. Donc ça a une valeur technologique pure, si j'ose dire, que d'être capable de poser un engin de 900 kilos sur Mars. C'est de l'apprentissage, si vous voulez faire. L'apprentissage vers quoi? De toute façon, quoi que vous vouliez faire ou que vous vouliez le faire, ce genre de choses, vous avez besoin de le maîtriser. Ça a été la même chose par rapport à la Lune. Il a d'abord fallu être capable de développer un lanceur, de faire développer des sondes, de les faire durer, de leur faire passer du temps. Et le spatial, c'est un petit peu ça, c'est l'acquisition de compétences au fil du temps, avec des objectifs qui se précisent en fonction de ce qu'on trouve et de ce qu'on découvre. C'est des plus grandes aventures humaines. Je rappelle que la mission Voyager a mobilisé 100 000 personnes. On ne se rend pas compte de l'échelle de tout cela et de ses conséquences fantastiques, qu'il s'agisse aussi bien de la culture que des conséquences pratiques. C'est pour ça que c'est lent. Donc finalement, c'est pas cher. Non, pour en revenir à ma question de départ, qui était un peu une provocation. C'est un budget de programme. C'est-à-dire, vous avez des centaines de personnes. 2,5 milliards, c'est pas cher pour un programme social? Non, c'est pas cher. Souvenez-vous d'une seule chose qui est très marquante. À chaque fois qu'une navette spatiale décollait, c'était un budget d'1 milliard de dollars. Donc, un décollage de navette, c'est 1 milliard de dollars. On a arrêté les navettes. Il y avait en moyenne 4 lancements par an. Ça fait 2 sondes Opportunity. Et je vous rappelle qu'on a dépensé beaucoup plus dans le passé. Ça représente des fractions du bruit national brut. En 1580, le roi Frédéric II n'hésitait pas à dépenser 5% du bruit national brut de son pays pour construire un seul observatoire. Et c'est pour ça, finalement, que l'Europe était pendant plusieurs siècles en avance sur la Chine, le monde arabe ou l'Inde. Donc c'est bon marché pour le président. Et quand on parle de milliards de dollars, je connais certains banquiers qui, avec la même somme, ont fait des choses moins intéressantes. Alors pourquoi ne pas aller carrément sur Mars? C'est évidemment un rêve que certains caressent. A priori, c'est plutôt un rêve qui s'éloigne, mais tout de même, l'idée reste dans l'air. En tout cas, il n'y a pas de programme écrit, c'est ça que je voulais dire. Barack Obama l'envisage à horizon 2040 tout de même, donc avec une vraie prudence. Les Européens, les Russes, les Chinois ont placé, on l'a vécu et vu, des volontaires dans un simulateur pour les préparer à l'épreuve. C'est un voyage qui a duré 520 jours, un voyage martien, mais sans quitter Moscou. Et que vous raconte pour étudier la situation. Exactement. Et que vous raconte les futurs astronautes. Et que vous raconte maintenant, en images, Lise Barsellini. Après un long voyage, les premiers pas de l'homme sur Mars. Leur mission, extraction d'échantillons, recherche sur les conditions météo, sur les champs magnétiques, comme leurs prédécesseurs sur la Lune. Seule différence, ces astronautes-là n'ont jamais quitté la Terre et la planète qu'ils explorent est une petite pièce d'à peine 30 mètres carrés. C'était l'un des temps forts d'une expérience amorcée 8 mois plus tôt. Ce jour-là, dans un hangar de la banlieue moscovite, 6 cobayes s'apprêtent à embarquer dans ce vaisseau factice pour un voyage immobile de plus de 500 jours. Je souhaite à l'équipage une bonne santé, de la joie, mais surtout la réalisation complète de notre programme. Bonne chance, les gars. La mission peut commencer. À bord,
3 Russes, un Chinois, un Italien et un Français. Romain Charles, heureux mais lucide. Le plus difficile, ça va être le lien avec la famille, les petits amis, les amis qui, avec la distance, va être difficile à gérer. Et puis, bien sûr, le soleil, l'air frais, ça c'est des choses qu'on n'aura pas. Aucune fenêtre dans le module. But de l'expérience, simuler un aller-retour vers Mars, plus de 100 millions de kilomètres, 1 an et demi de voyage à huis clos, confiné, isolé du reste du monde. Nous devons expérimenter tous les impacts sur l'équipe, la coordination entre eux, les effets psychologiques et aussi les impacts de leur état psychologique sur le fonctionnement médical du corps. Nous étudions également comment ils travaillent ensemble et avec les équipes au sol. 500 jours enfermés, sans lumière naturelle, sans nourriture fraîche. Dans le module des journées qui se ressemblent, les expériences scientifiques, les tâches ménagères, les moments de détente aussi. Après avoir fêté Noël, après avoir été soumis à différents tests comme ici, une panne d'électricité, en novembre dernier, les 6 apprentis astronautes faisaient leur retour sur Terre. La liberté, après 1 an et demi d'isolement et une première victoire pour les scientifiques. Jusqu'à présent, il semble que les volontaires de cette expérience s'en sont très bien sortis. Ils ont accompli toutes les tâches qu'on leur a données. Ils ont géré toutes les crises artificielles que les ingénieurs ont mises en place pour tester leur niveau de stress. Et il ne semble pas qu'ils aient eu des disputes majeures. Même satisfaction pour les 6 volontaires, malgré quelques manques. La nourriture était européenne. Pour moi, c'était vraiment pas un plaisir, mais je mangeais pour ne pas mourir de faim et pour avoir de l'énergie. Nous n'avons jamais eu des conflits ou des choses comme ça. Mais bien sûr, le fait de parler à une femme vous manque. Après 520 jours d'un voyage immobile qui a été parfois monotone, parfois intense, je pense qu'il faut retenir une chose, c'est que nous sommes rentrés et nous sortons tous les 6 comme une équipe, toujours soudée. Et ça, c'est une grande réussite. Donc je suis honoré et fier de prouver qu'un voyage vers Mars est possible. 8 mois après son retour sur Terre, Romain Charles n'a gardé aucune séquelle de son expérience. Il espère maintenant partir un jour dans l'espace, pour de vrai. Pour Mars, en revanche, il va falloir patienter. Une mission habitée semble en effet peu probable, avant au moins 30 ans. Alors évidemment, dans cette expérience-là, on pouvait à tout moment ouvrir la porte et les faire sortir si ça dégénérait. Hein. On pouvait appeler le SAMU, ce qui ne sera pas le cas si on va vers Mars. Oui. Et les vraies difficultés sont ailleurs, en fait. Alors, question SMS. L'absence de champ magnétique sur Mars ne rend-elle pas cette planète définitivement inhabitable pour l'homme ? Est-ce qu'on pourrait aller s'installer sur Mars, après tout ? On le pourrait, mais il y a des obstacles majeurs. Il faudrait se mettre une base isolée, des scaphandres, etc. Ça serait extrêmement compliqué. Ça serait compliqué. Mais le plus difficile, c'est vraiment le voyage. Alors, racontez-nous, par exemple, ce que serait un voyage vers Mars. Partir vers Mars, c'est pas être taxi, emmenez-moi sur Mars. Oui. Partir sur Mars, c'est un équipage. On y va trop vite, on peut pas s'arrêter. On y va trop lentement, ça dure trop longtemps. Ça veut dire quoi, on y va trop vite, on peut pas Si on va en quelques mois, en 2 mois sur Mars, l'énergie qu'on a dépensée est telle qu'on peut pas freiner à l'arrivée. Donc il faut y aller, pas trop vite et pas trop lentement non plus. Donc la durée du voyage sera comprise entre 6 mois et 3 ans, selon la technologie que l'on prend. 6 mois et 3 ans. Vous mettez un individu tout seul, enfermé 6 mois et 3 ans. On connaît que dans les quartiers de haute sécurité, dans les prisons, certains deviennent fous après ça. Ou alors vous mettez un équipage. Alors on met quoi? On met un homme, 3 femmes, une femme, 3 hommes, 4 hommes, 4 femmes, c'est pas évident. Chacun sait quand vous traversez l'Atlantique, vous ne pouvez plus supporter vos coéquipiers au bout de 15 jours de voyage. Vous ne supportez plus leurs odeurs, leur manie et tout le bazar. Donc ça c'est pas facile psychologiquement. En plus, ceux qui vont sur la station spatiale internationale, ils ont vécu ça. Oui, mais enfin, en dehors de la Terre. Certes, la Terre devient un tout petit point. Vous êtes dans le noir total. Et psychologiquement, c'est pas évident. Mais le pire de tout cela, imaginons qu'on résolve tout ça, ce sont les orages solaires.
Le Soleil sans arrêt d'activité. Entre parenthèses, en ce moment, évitez d'aller trop souvent aux États-Unis, le Soleil est assez actif, hein, donc les rayons cosmiques, c'est pas bon pour des cancers éventuels. Donc là, ce qui se passe, vous allez sur la Lune, on regarde si le Soleil est actif, 8 jours d'aller-retour. Très bien, ça s'est bien passé. Sur Mars, des durées pareilles, il y aura forcément des orages solaires. Un orage solaire avec les particules chargées qui arrivent, c'est comme vous mettre à Tchernobyl le jour où la centrale explose. Donc ça veut dire que vous êtes mort. Donc ça veut dire quoi? Comment on s'en protège? Par des murs de béton. Les sondes spatiales, c'est pas des murs de béton épais. Alors on pourrait imaginer des sarcophages de plomb dans lesquels on s'enferme pendant 15 jours ou 3 semaines pour protéger de l'orage solaire. On sortirait pas très frais dans cette affaire. Donc c'est pas très facile pour y aller. Et le pire, c'est quand vous arrivez sur place, pourquoi faire? Si c'est pour planter un drapeau et se faire dans la caméra, c'est sympathique, mais enfin, se dépenser ces sommes-là pour ça, il faut avoir le patriotisme ancré. Il faut être un scientifique ayant une grande formation. Quels sont les gens qui partent dans l'espace? Sont souvent des militaires ou des sportifs. Profession honorable, mais des professions qui s'entraînent énormément, qui apprennent à obéir aux ordres. Chacun sait qu'un scientifique qui obéit aux ordres, c'est pas forcément un bon scientifique. Et donc, du coup, il faut rendre le voyage complètement différent. En tout cas, c'est pas André Braille. Ça, c'est sûr. Moi, je préfère qu'il m'envoie les photos. Autrement dit, voyez bien que c'est extrêmement compliqué. De la même manière qu'aller explorer le fond des océans, on n'envoie pas un plongeur pour respirer, on envoie un bathyscaphe. Commençons par les robots. On ira sur Mars. Des hommes iront sur Mars. On exploitera Mars. On en prendra les matières premières. Et ceux qui feront la conquête de Mars seront en tête dans le futur. Mais il faut faire ça par étapes. C'est pas tout de suite qu'on le fera. C'est pas dans 30 ans. Je reviens à la question SMS. Pourquoi il n'y a pas de champ magnétique sur Mars? Parce que le moteur du champ magnétique s'est arrêté. C'est-à-dire que sur la Terre, ce qui crée le champ magnétique, c'est le fait que le noyau interne de la Terre tourne et crée une dynamo. Il y a un moteur à l'intérieur. Oui, ça absolument. fonctionne, ça tourne. Simplement, Mars est 2 fois plus petite. Donc ça veut dire que ce moteur s'est grippé, il s'est arrêté. Et en fait, la disparition du champ magnétique a fait que le vent solaire a soufflé l'atmosphère martienne et dégradé les conditions. Mais pardon, parce que juste une seconde, parce que là tout d'un coup il y a une petite angoisse qui me prend. Si nous avons le même petit noyau au milieu de la Terre, même si on est 2 fois plus gros, ça peut pas arriver chez nous. Non, parce que justement, il va pas bouger. Le noyau de la Terre, il peut pas s'arrêter. Non, le nôtre, du nickel. Voilà, le nôtre est suffisamment gros pour justement fonctionner encore pendant des milliards d'années. Heureusement, la seule chose qui est observée, c'est que ce champ magnétique terrestre s'inverse de temps en temps. C'est-à-dire que vous avez le pôle Nord qui passe cul par-dessus tête et qui devient le pôle Sud. Bon, il y a des périodes un peu particulières où ce champ oscille en quelque sorte. Mais on est protégé, et heureusement. Et ça nous crée un bouclier naturel qu'on appelle la magnétosphère et qui en fait dévie les particules de vent solaire pour une grande part, sauf quand il y a des grandes éruptions solaires. Et c'est le cas en ce moment où il y a des risques pour les satellites. On peut perdre le GPS, on peut perdre des informations qui communiquent par satellite. Et comme on est de plus en plus satellito-dépendant, c'est vrai que le Soleil est observé avec beaucoup d'attention par les gens pour savoir comment il se comporte. Sur Mars, il paraît qu'on est bombardé de radiation en permanence. On est bombardé, à cause justement de cette absence de champ magnétique. Oui, on reçoit d'une part, il y a des radiations électromagnétiques qui sont pas électromagnétiques, mais qui sont pas sur lesquels on n'est pas protégé, hein, les rayons X, les gamma, etc. Donc ça arrive partout, même sur Terre. Par contre, ce qui se passe, c'est les particules chargées, donc qui viennent, électrons, protons. Qui arrivent et qui ne sont pas du tout déviés, donc on en reçoit énormément. Et deuxièmement, l'atmosphère est beaucoup plus ténue. C'est-à-dire que les chances qu'une particule interagisse avec une molécule de l'atmosphère sur Mars sont beaucoup plus faibles. Donc ce qui arrive au sol est beaucoup plus important. La Terre et Mars reçoivent à peu de choses près. Il y a un facteur de distance qui joue, la même quantité de radiation. Simplement, nous, elles sont déviées et on a une atmosphère qui nous protège, notamment contre les ultraviolets, par exemple. Alors que sur Mars, les ultraviolets passent très facilement, d'abord parce qu'il n'y a pas d'eau et ils ne sont pas absorbés, et aussi des particules chargées. Alors, donc, pour répondre à la question, quel titre de cette émission, alors on y va quand? Pas demain, si je comprends bien. Moi, je dirais qu'on ira... Si on n'y va jamais, parce que, je veux dire, je veux bien qu'on dise qu'on ira sur le principe, mais maintenant, quel serait effectivement l'intérêt d'y être? Alors, si après on pense à du terraforming, c'est-à-dire la transformation d'une planète en quelque chose d'habitable, bon, ça fait les rêves de la science-fiction, c'est pas vraiment dans l'ordre des choses envisageables. Il y a même sur Mars des gisements à exploiter. Mais la question, c'est, si vous voulez, pourquoi vous les exploiteriez, pourquoi vous iriez les exploiter sur Mars? On pourrait mettre des centrales solaires en orbite. Déjà, si on voulait récupérer de l'énergie, on n'est pas obligé d'aller chercher de l'hélium-3 sur la Lune. Enfin, je veux dire, la question, c'est quand même aussi toujours un rapport entre le coût et l'efficacité, entre l'intérêt de ce que vous pouvez faire dans l'espace par rapport à ce que vous faites sur Terre. Et je crois que c'est des ordres de choses complètement différents, de la même façon que les budgets. C'est difficile de comparer ça, et vous allez le comparer avec quoi? Donc, envoyer des hommes sur Mars, bien évidemment, c'est le seul objectif
objectif qu'on ait après la Lune. Où vous voulez qu'on envoie des hommes, si ce n'est sur Mars, après la Lune. Donc après, est-ce que c'est sur la Lune dans mes souvenirs de pas tout pour le monde, coup d'écoliers seuls les Américains lycéens, ont certes, été sur la Lune. L'humanité a mis un pied sur la Lune d'une manière Américains. générale, puisque c'était un grand pas pour l'humanité, d'après la phrase qui avait été prononcée. Mais le moteur, c'était la guerre froide. C'était la guerre froide et c'était. On n'a plus de moteur d'une certaine manière à la conquête spatiale. Oui, juste pour finir, l'avantage de la Lune, c'est que c'est suffisamment près. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui les Chinois voulaient envoyer un homme sur la Lune, la complexité technique, la difficulté pour l'envoyer, pour le faire revenir, etc., c'est quelque chose de l'ordre du gérable dans des budgets qui restent tout à fait raisonnables, surtout qu'il y a une expérience acquise. Sur Mars, vous êtes sur des choses complètement énormes, c'est-à-dire des vaisseaux de 50 tonnes, est-ce qu'il faut les assembler en orbite, pas en orbite, etc. Donc on peut imaginer par exemple que la Chine ou l'Inde un jour envisagent d'envoyer des hommes sur la Lune pour apprendre des technologies que les États-Unis ont apprises. Nous, Européens, on n'a pas fait ce choix-là. Donc, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas des étapes obligées systématiquement et que l'homme est peut-être pas le seul vecteur d'exploration. Et l'exploration automatique, ça marche aussi. Finalement, c'est un peu la question que je vous posais. Non, je pense n'a pas renoncé à ça. On n'a pas renoncé à la conquête spatiale. Parce que Barack Obama, qui trouve absolument formidable d'avoir un Curiosity qui se pose sur Mars, dans lequel il n'est d'ailleurs pas pour grand-chose, c'est l'administration précédente qui l'avait lancé c'est un peu ou toujours laissé le se cas. lancer. C'est toujours le cas. Très bien, parfait, parce qu'il y a toujours 10 ans, c'est ça, vous voulez minimum, oui, voire 20, voire 30. Enfin, il s'en glorifie aujourd'hui en disant que ça confirme le leadership américain, mais dans le même temps, il réduit les budgets de la NASA. Il a mis les navettes, ou plus exactement, il a laissé les navettes rentrer au musée, etc. Il n'avait pas le choix avec les navettes. Les navettes, elles auraient dû rentrer au musée depuis 30 ans. Donc, si vous voulez, on les a prolongées au maximum. Ce que a fait Obama, qui n'est pas forcément inintéressant, c'est de dire, dans une période difficile, essayons de réfléchir aux technologies de l'avenir. Essayons de faire de la recherche et développement. Essayons de trouver des solutions à tous les problèmes que vous évoquez les uns et les autres et qu'on ne sait pas encore résoudre. Donc, évidemment, ça coûte moins cher. Et bien sûr, derrière, il y a un souci d'économie. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il renonce à une conquête lunaire, il renonce à dépenser de l'argent de manière systématique, un peu comme ce que Bush proposait en disant on va revenir sur la Lune. Pourquoi on allait revenir sur la Lune? C'était quand même pas très clair et c'était pas très convaincant. Il y a une crise financière aux États-Unis comme ailleurs. Il peut y avoir des étapes. C'est déjà arrivé dans le spatial. Il y a eu des moments où les États-Unis finalement n'avaient plus de station spatiale, il n'y avait plus que les Russes qui tournaient. La gestion médiatique de la chose fait qu'on l'a jamais su. Et là, moi, ce qui me frappe quand même beaucoup sur cette image de Mars, c'est cette façon extraordinaire qu'ont les Américains de vendre le produit en quelque sorte et de faire en sorte qu'on est tous là ce soir et qu'on va effectivement pouvoir se connecter sur le site du JPL ou autre pour ces expériences. Il y a des gens qui sont assez admiratifs, honnêtement, des images. Il y a de quoi, vous avez raison de le dire. Et encore une fois, je posais la question du prix tout à l'heure. Mais je voulais quand même vous demander, ça a un intérêt, André Breuil, d'aller poser un homme sur Mars? Ou est-ce qu'il y a, finalement, si on avait de l'argent à dépenser dans ces domaines-là, il vaudrait mieux pousser plus loin? Et où? La question, c'est pourquoi allez-vous le poser? Allez-vous le poser pour faire une découverte scientifique? Allez-vous le poser pour faire une aventure humaine? C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire une aventure humaine, c'est planter un drapeau? Quand on a planté un drapeau sur la Lune, c'était une question de géopolitique, etc. Ouais. Mais pensons un peu, soyons un peu utopiques 5 minutes. S'il y a 50 ou 60 ans, nous avions consacré 1/10 de l'argent dépensé pour la Seconde Guerre mondiale pour faire l'aventure spatiale, les hommes y auraient été. Autrement dit, c'est faisable par l'humanité. On peut mettre des armées fantastiques, des bombes, se taper dessus, etc., s'autodétruire. On a les moyens de le faire. Et on peut consacrer les mêmes moyens pour explorer l'espace. Et imaginons 2 minutes. Rappelons Curiosity, c'est 2 jours de guerre en Irak. Oui, c'est rien du tout par rapport au budget des États. Autrement dit, imaginons 2 minutes que les hommes s'enthousiasment pour cela et envie de vivre une grande aventure, comme Isabelle avait envoyé Christophe Colomb, etc. Nous, la Terre a les moyens de le faire. Évidemment, en termes budgétaires, gestionnaires, non, ça ne se fera pas. Alors maintenant, pour l'aventure humaine, scientifique. Maintenant, du point de vue scientifique, il est évident que les gens qui étaient sur place vont être d'excellents géologues. Non, dit Isabelle Sorbès-Verger à côté de vous. Pour l'aventure scientifique, il peut y avoir autre chose que le prix d'un homme sur Mars. Et moi, si on me demandait où aller, c'est pas sur Mars que j'irai en priorité. Pour moi, l'endroit, il est en priorité. Et d'ailleurs, l'Europe. On connaît Mars par cœur, ça vous Pas du tout. Mars, tout est à faire. Comme la Terre n'est pas encore complètement connue, il y a encore des choses à faire. Mais les endroits prioritaires, c'est ces découvertes extraordinaires que nous avons trouvées avec la sonde Cassini, Encelade autour de Saturne, Europe autour de Jupiter, où il y a de l'énergie, de l'eau liquide et de la chimie organique. Eh bien, ce sont les missions de l'Agence spatiale européenne et de la NASA des années 2020 à 2030. Et là, on va avoir un chaînon manquant peut-être pour la vie. Et la mission martienne se met dans cette même perspective. Et la complémentarité entre la mission martienne, la mission européenne qui arrive derrière et qui ira avoir un endroit plus intéressant. Et ces missions-là. ExoMars, c'est ça dont vous parlez? Voilà, à partir dans 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Tout ça ensemble nous permettra de progresser sur cette grande question d'où venons-nous, allons-nous, qui sommes-nous, est-ce qu'il y en a d'autres? Et finalement, mon illusion, je vais être utopique, c'est que finalement, si on insère un peu de culture scientifique dans l'humanité, peut-être qu'on luttera plus efficacement contre l'obscurantisme. Oui, mais on entend qu'on peut sauter l'étape martienne d'une certaine manière parce qu'on connaît pour l'homme. J'ai entendu. Absolument. Oui.
On est à un tournant très particulier, c'est que ces derniers mois, on a la certitude, et ça a été l'annonce des astronomes européens en particulier, que les planètes sont des sous-produits de la formation des étoiles. C'est-à-dire qu'autour des étoiles, il y a des planètes, et en particulier des planètes dans les zones habitables, là où il fait bon vivre, c'est-à-dire on trouve de l'eau liquide, solide et gazeuse. Donc ça veut dire que dans notre seule galaxie, la Voie lactée, on peut estimer au moins 10 milliards de terres, si c'est pas plus. On a quitté le système solaire, là. On a quitté le système solaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mars étant la seule planète sur laquelle on peut débarquer facilement, c'est pas Vénus, c'est pas plus loin. La question de la vie devient facilement. André Brake a dit le contraire tout à l'heure. Par rapport aux autres, tout est relatif. Facilement sur une échelle du millénaire, difficilement sur une échelle de 10 ans. Mais c'est le seul endroit où on peut aller entre guillemets facilement avec des bulles exactes, vérifier que ce qui s'est passé au moment où la vie naissait sur la Terre, dans ce créneau très particulier de Mars, où il y avait justement une atmosphère, de l'eau qui coulait, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure, si à ce moment-là on trouve une biosignature, ça veut dire que la vie elle est partout. Parce que ça veut dire que c'est apparu sur Mars, sur la Terre, et donc sur ces milliards et dizaines de milliards de planètes habitables, on peut considérer que la filiation vie Terre-Mars, eh bien, elle peut être étendue. Donc c'est là la révolution, et c'est vrai que, on les comprend, les géologues diront que c'est plus facile pour eux d'aller voir in situ avec leurs yeux qu'avec des robots. La démonstration sera peut-être faite du contraire par Curiosity. Alors ce qui est passionnant, c'est que on avance d'une certaine manière, ou en tout cas, il y a de nouvelles sondes qui partent. Je me souviens d'une sonde qui est partie, si j'ose dire, tout droit à la découverte de ce qui nous entoure et qu'on ne connaît pas forcément, et sans retour, et que le ciel nous passionne toujours autant sur les informations qu'on en a déjà, ou qu'on peut en observer, même y compris de la Terre. C'est la mi-août, c'est bientôt la nuit des étoiles, et évidemment, c'est un moment où traditionnellement on se rassemble beaucoup. Stéphanie Gillon a pu en juger au Festival d'astronomie de Fleurance, c'est dans le Gers, où on s'offre un peu de rêve, même si c'est entre deux averses. À quelques jours de la très populaire Nuit des étoiles, la ville de Fleurance a déjà les yeux rivés vers le ciel. C'est ici que se déroule comme chaque année le festival d'astronomie. Une semaine de conférences et d'ateliers pour amateurs petits et grands. Voilà, tu regardes dans le petit trou qui est là. Est-ce que tu vois la boule blanche? Pour observer l'astre solaire, il suffit d'un télescope. Ouais, justement c'est ça qu'on regarde. De quelques petits réglages, d'une dose de concentration, et la magie opère. T'aimes bien regarder le ciel? Oui, j'adore. Ça me passionne, les étoiles et tout ça. J'aime bien apprendre des nouvelles choses sur l'univers. Les étoiles, pour les scruter, il faut attendre que la nuit tombe. Direction le dôme, son télescope et son toit ouvrant. Chaque soir ici, le ciel se donne en spectacle, à condition qu'il ne pleuve pas. Alors évidemment, quand il y a des nuages, non, on voit rien. Ça, hélas, on peut difficilement passer à travers la couverture nuageuse. Mais bon, c'est la règle du jeu, on joue pas avec les éléments, c'est comme ça. Des fois on voit les étoiles, des fois on les voit pas. La soirée commence. Les spectateurs sont plongés dans le noir. Sur les écrans, un logiciel permet de reconstituer la voûte céleste. Bonne nouvelle, au dehors, la pluie s'est enfin arrêtée. Ah, ça y est, le dôme est en train de s'ouvrir. Ça va se passer par là-bas. Le dôme s'ouvre lentement. L'instant est magique. Mais tout le monde n'a pas le même rêve. J'ai envie de voir tout ce qui est une partie des étoiles parce que je me dis on est petit et puis il faut voir un maximum de choses. Un peu toutes les constellations, notamment les plus connues. Les planètes aussi? Les planètes, oui, bien sûr. Puis bon, peut-être Mars. Les planètes qui composent le système solaire, effectivement. Ma préférée étant Saturne, qu'on a pu voir tout à l'heure sur le logiciel. J'aime bien ces anneaux, ça fait rêver. Mais quand les étoiles ont la tête dans d'épais nuages, le télescope doit rester au placard. Et il y a désormais une alternative, des logiciels et des applications smartphones. De quoi mettre le ciel à la portée de tous. Je trouve magique d'un malheureux petit coup de souris. Regardez, on fait tourner la planète Mars. En seulement quelques clics, au bureau comme à la maison, on peut découvrir la Lune ou Mars dans ses moindres détails. Même les pros du télescope n'en reviennent pas. C'est
quasiment un voyage organisé à la surface de la planète rouge. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment fantastique. On a des images de cratères, on a des images de grandes vallées avec des falaises de plus de 4000 mètres, avec les grands volcans, l'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, 27 km d'altitude. Enfin, c'est 3 fois plus haut que l'Everest. C'est incroyable. Depuis des décennies, la planète rouge n'en finit pas de fasciner les hommes. Lundi matin, plusieurs conférenciers du festival ont sacrifié quelques heures de sommeil pour vivre ensemble un événement. L'arrivée du rover Curiosity sur la planète Mars. Ça y est, là, regardez là. Ah bah voilà. Mission accomplie. De quoi relancer le rêve de la conquête spatiale. Je crois que ça c'est important, enfin qu'on continue, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions extérieures, la crise, etc., que l'homme continue à s'enthousiasmer pour l'exploration, pour essayer toujours d'en savoir plus, et que voilà, ça fait partie du rêve en fait, ça. Voilà, il faut que le rêve continue. Un rêve qui fascine et qui passionne les scientifiques, mais aussi le grand public. Toute la semaine à 18h15, le festival propose de suivre et de décrypter les premiers pas du robot terrien sur la planète Mars. Pour quelques jours, le Gers est passé à l'heure martienne. C'est joli ça, le quart d'heure de Curiosity. Jolie expression. Peut-on voir depuis Mars le même ciel, les mêmes étoiles, les mêmes constellations que depuis la Terre? Ah non, parce que l'atmosphère, comme nous l'avons dit, est peu dense, 100 fois moins dense que sur Terre. Donc le ciel sur Mars n'est pas vraiment bleu. Il a une petite couleur un petit peu rose en raison de l'oxyde de fer qui est à la surface, en raison quelquefois des tempêtes de poussière. Donc la couleur n'est pas la même. Ouais. Et la nuit, le ciel est beaucoup plus noir. Un peu comme quand vous voliez en Concorde et qu'on regardait par le hublot, on commençait à voir le ciel noir. Là, le ciel est très noir la nuit. Donc c'est assez de Mars, on ne voit pas le ciel si on le voit. On ne voit pas les étoiles. On le voit mieux. Et on voit en gros la même chose. Du point de vue des étoiles à la Voie lactée, on est côte à côte. On voit la vie en rose d'une certaine manière. Absolument, mais on n'est pas obligé de mettre un tutu. Oui. Entre 0 et moins 90 degrés. Hein. La température? Oui. Ah, ça donc dépend gros oui, dans la journée. Ça peut tomber à moins 120. Ça dépend de la région, de la latitude, hein, au pôle Nord, enfin ça dépend de la saison. Mars est une planète qui est inclinée par rapport au plan des autres planètes autour du Soleil, donc elle a des saisons comme la Terre. Et de ce fait-là, les températures au pôle Nord peuvent descendre, je pense, pas loin de moins 150, peut-être même au-delà. Prenez une petite laine si vous y allez. Donc il y a une température moyenne. Il y a une température moyenne qui est donnée, mais localement, à l'ombre en hiver, il peut faire très très froid. Alors, comme il n'y a pas d'eau dans l'atmosphère, il n'y a pas d'effet refroidissement, il n'y a pas probablement de ressenti de température, parce qu'il n'y a pas d'évaporation d'eau qui augmente encore le froid quand il y a un vent qui souffle, la température est faible. On le voyait dans le reportage, il paraît que Mars est la planète qu'on connaît le mieux. Oui, absolument. Depuis que des sondes photographient avec des qualités de l'ordre... Vous voyez les images spot qui sont faites depuis la Terre. Mars, l'intérêt, c'est que... on a fait une couverture globale de Mars photographique avec cette qualité spot, mais elle n'est pas couverte par des océans, 2 tiers sur la Terre quand même. Elle n'a pas de végétation, pas de grandes forêts qui cachent sa surface. Et en fait, vous avez vraiment quelque chose qui est une diversité géologique absolument incroyable, parce que entre les pôles dont parlait Michel et puis l'équateur, avec ces grands volcans, le plus grand volcan du système solaire, et sur Mars, vous avez l'équivalent du Grand Canyon qui s'étend sur des centaines de kilomètres avec des profondeurs extraordinaires. Vous voyez des dunes qui sont soufflées, vous voyez une diversité géologique extraordinaire. Et quand vous allez sur Internet, et aujourd'hui c'est accessible, découvrir ces photos, c'est des paysages fabuleux. Vous avez des zones martiennes qui ressemblent à la vallée de la Saoura au Maroc. Vous avez une autre zone qui ressemble au désert chinois que vous avez dans l'ouest chinois. Que des déserts quand même, on est bien d'accord. Ah bah absolument. C'est ça, pas un café. J'ajouterais... Non, pas un bistrot, pas un café. Il y a d'autres choses. La connaissance, ce n'est pas que l'image. Ce que l'on reçoit, c'est de la donnée. Et cette donnée, elle est faite avec... On la transforme en image, mais surtout il y a ce qu'on appelle des spectro-imageurs, comme par exemple l'Omega, comme la caméra iRISE qui est sur MRO, qui analyse le sol. Et comme ce sol n'a pas de couverture végétale, comme on a des fenêtres plus importantes parce qu'il n'y a pas de vapeur d'eau, il n'y a pas de méthane qui absorbe les rayonnements lumineux, on peut avoir un spectre de chaque centaine de mètres carrés, si vous voulez, chaque hectare, on a le spectre. Donc on sait de quoi il est composé en surface. On a la minéralogie, donc on connaît parfaitement ça. Alors que sur Terre,
L'environnement fait que, d'abord, on se déplace quand on veut connaître des choses, et puis on ne peut pas le voir de la même façon. Donc, il faut voir que la connaissance scientifique, elle est liée non seulement à l'aspect imagerie, mais à l'aspect instrument embarqué sur MRO, Mars Odyssey, Mars Express, qui ont donné des foules et qui continuent à fournir des quantités énormes de données avec une précision sans cesse croissante. Actuellement, je crois qu'on connaît par carré d'hectare, par pixel d'hectare, on connaît à peu près 5 à 10% de la planète Mars. Et plus on passe, plus on finira par affiner cette connaissance, compte tenu des orbites qui sont choisies. Alors, je repose ma question sur fallait-il vraiment y aller. Il paraît qu'il tombe des astéroïdes martiens, des petits bouts de Mars sur Terre sans arrêt. Ça suffirait pas pour connaître la composition du sol martien que d'aller récupérer ces astéroïdes? Le problème, c'est que vous savez pas d'où ils viennent. Voilà. Le caillou, il tombe sur Terre, on peut l'analyser sur Terre, il y a des météorites martiennes. Entre parenthèses, ça vaut très cher. Si vous voulez faire le plus beau cadeau à la personne que vous aimez le plus, ne lui faites pas un diamant. Offrez-lui un morceau de météorite martienne, c'est beaucoup plus cher. C'est pas très beau, mais c'est le cadeau le plus cher qu'on puisse faire à une femme adorée. Ou à un homme adoré, comme vous voulez. Comment on les reconnaît, pardonnez-moi, parce qu'un diamant, je sais encore faire la différence, mais un bout de Mars... Si là, exercé, vous reconnaissez, une analyse par spectro vous donne tout de suite la réponse. Oui, pas de problème. Pas de problème. Facile pour André Breuil. Il y a effectivement donc des météorites martiennes qui sont pour la plupart... Celles que l'on connaît sont des roches, sont des extraits de roches métamorphiques, de roches solides. Et c'est pas des roches sédimentaires, c'est pas des morceaux d'argile, c'est pas des morceaux de calcaire, c'est pas des carbonates ni des sulfates, etc. C'est vraiment du basalte. Pour simplifier, c'est des morceaux de basalte. Donc, ça nous donne des informations. Ça donne des informations sur l'histoire géologique de Mars, notamment l'histoire, je dirais presque la plus récente. Par contre, si on recevait des morceaux de Mars qui seraient ce qu'on appelle des roches sédimentaires, ce dont je viens de parler, le problème c'est qu'on ne saurait pas les reconnaître. Parce que quand on fait des tests, quand ça arrive sur Terre, ça ressemble à une roche terrestre. Et on ne sait pas faire la différence. Alors comment est-ce qu'on trouve des météorites? Soit on va dans l'Antarctique et puis on se promène avec des skidoo. Quand on voit une tache noire, on dit c'est un caillou. Comme il est sur un glacier de 3 km de haut, il vient forcément du ciel. Voilà. Donc on le ramasse. Alors, il est martien ou il n'est pas martien, mais on l'a reconnu. Quand on va dans le désert, c'est pareil, c'est tout jaune. On voit quelque chose de noir, c'est pareil. On va dans un désert, on voit quelque chose qui est blanchâtre ou jaunâtre. Mais en froid et de l'eau au fond de l'océan, on ne connaît pas. Il n'y a aucune raison de le trouver, de le ramasser. Donc, c'est pour ça, pour aller chercher les échantillons intéressants, il faut aller sur Mars. Deuxièmement, sur Mars, il n'est pas question de prendre un caillou et de le ramener, ou une poignée de sable et de le ramener. Ce que l'on veut faire, actuellement, c'est vraiment aller chercher des échantillons en les choisissant. D'où l'intérêt du travail que fait Curiosity en ce moment, parce que ça va permettre d'affiner l'endroit où on va aller chercher les échantillons, déterminer le type d'échantillon qu'on va ramasser, dans le contexte, etc. Et on ira chercher les échantillons, on prendra 500 grammes d'échantillons, ça va faire à peu près une cinquantaine d'échantillons de 10 grammes. C'est ça que l'on veut ramener sur mais soigneusement choisi pour avoir le plus de chances de ramener des informations pertinentes. On ne ramènera pas sur Terre, on est d'accord, qu'ils seront analysés par Curiosity. Donc Curiosity va analyser, mais Curiosity prépare l'émission d'après, la mission qui est le Graal des exobiologistes. Oui. Le Graal des exobiologistes, réaliste, parce que l'homme sur Mars, d'après moi, c'était réaliste, mais réaliste qui est le retour d'échantillons martiens. Bon, donc la prochaine fois, c'est pas l'aller simple, c'est l'aller-retour, si j'ai bien compris. On va passer aux questions SMS. À combien estimons-nous la probabilité que Curiosity trouve une trace de vie sur Mars? Réponse honnête demandée. Franchement, vous en rêvez? Vous pensez que c'est possible, de l'ordre du moyennement possible? Le fait d'en rêver n'est pas une probabilité. Est-ce que ce serait miraculeux de le trouver? Une trace de vie, j'ai bien dit. C'est pas ce qu'on cherchait immédiatement. C'est l'étape d'avant. Mais l'étape d'avant est nécessaire pour avoir l'étape d'après. C'est très improbable, actuellement, à l'endroit où il est tombé, avec les instruments qu'il a, qu'il trouve, de façon univoque, une preuve de vie. Ou un rhinocéros qui passe en courant. Aucune chance. Qu'en est-il de la base lunaire qui doit servir de base de lancement de vol habité vers Mars? C'est encore d'actualité dans les programmes spatiaux des uns ou des autres? Je suis même pas sûr que c'est jamais été réellement d'actualité. Alain Sirou. En fait, il n'y a pas un centime, pas un copec, rien du tout dans cette affaire-là. Il y a eu des tas de théories, des tas de plans qui ont été fabriqués pour imaginer un retour sur la Lune et puis un départ sur Mars. Les bases lunaires en font partie. Dans d'anciens programmes, on trouve effectivement la Lune comme une étape pour aller sur Mars parce que on disait finalement ça coûterait moins cher de fabriquer du carburant sur la Lune, donc installons-nous sur la Lune, organisons des usines et puis partons avec une gravité plus faible depuis la Lune vers Mars. À partir de là, on peut imaginer, mais dans l'esprit de voyage martien qui serait fait pour durer et être extrêmement nombreux. Aujourd'hui, on est toujours dans l'optique
de one shot, c'est-à-dire on y va une fois et puis on a montré qu'on était capable de le faire. Rester, c'est pas au programme. Une des difficultés, c'est effectivement de quitter la Terre et de s'élever. Et donc, depuis, je dirais, le début de l'ère spatiale, avant même la conquête de la Lune, les Soviétiques avaient pensé à des stations spatiales qui serviraient de garage, de mécano, dans lequel on assemblerait les vaisseaux, etc., et qui permettraient l'exploration de la Lune, de Mars, voire plus loin. Bon, on n'en il y est a de pas la là. poussière sur la Lune, c'est pas bon. Il vaut mieux une station, comme vous dites. D'accord, donc une station, si j'ose Enfin, dire, il faut- Quelque part. Quelque part. Il faut qu'il y ait des raisons de partir quelque part. Moi, c'est quelque chose qui me paraît toujours très impressionnant quand on parle de l'espace. Il n'y a pas des ports, c'est-à-dire que vous partez pas d'un endroit pour revenir à un autre endroit. Ça fonctionne pas comme ça. L'espace, ce sont des orbites qui sont éphémères par définition, qui sont à chaque fois différentes, et il n'y a rien qui dure dans l'espace. C'est pas la guerre des étoiles, quoi. Non, pas vraiment. En tout cas, c'est mon rêve. Pourquoi aller sur Mars et pas sur Vénus? C'est l'enfer sur Vénus. Vous êtes sur Vénus, vous êtes aplati comme une crêpe, 400 degrés de température, vous bouillez, vous avez une atmosphère de dioxyde de carbone et un peu d'acide sulfurique chlorhydrique pour donner du goût, vous voyez. Non, c'est inaccessible. On y a été. Hein. On y a des robots. Les Soviétiques ont déposé des robots, Venera. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont résisté une heure, je crois, Oui, au quelque chose maximum. comme ça. Ils ont été ensuite écrasés par la chaleur et par la pression. Si Curiosity trouve des traces de vie sur Mars, qu'est-ce que cela va nous apprendre sur nous, terriens? On a les pieds sur Terre. La question est plus générale, c'est, en gros, nous voulons comprendre comment nous sommes passés de quelques atomes d'hydrogène il y a 13 milliards d'années à ce que nous sommes aujourd'hui. Et un passage obligé, c'est de voir ce qui s'est passé à côté et ailleurs. Et donc ces étapes-là... C'est le chaînon manquant? Un des chaînons manquants, pas le seul. Des chaînons manquants. Et dans notre compréhension de nos origines et finalement notre futur, ce sont des étapes obligatoires. Oui, Mars, ce que je disais tout à l'heure, Mars contient probablement des traces d'une époque qui sur Terre a disparu. Absolument. Et Curiosity va chercher l'environnement qui a existé, et le retour d'échantillons martiens sur lequel, encore une fois, le Graal des exobiologistes nous apportera des questions sur des réponses, espère-t-on, sur les conditions d'émergence de la vie, passage justement de ces molécules élémentaires à des êtres beaux comme nous sommes. Et le moteur martien s'est arrêté, rappelez-moi, il y a... Pardon? Le moteur martien dont on parlait tout à l'heure, qui a plus de champ magnétique? Il a dû s'arrêter il y a 3 milliards d'années. Non, en fait, pourquoi vous avez champ magnétique? Parce que vous avez un noyau de fer au centre qui tourne sur lui-même, ça change pas. Simplement, on est, dans le cas de Mars, plus loin du Soleil, donc il y a plus d'éléments volatiles et moins d'éléments lourds. Ce qui fait que Mercure a un très gros noyau en fort champ magnétique, la Terre quelque chose de bien pour la vie, plus vous allez loin, moins il y en a. À nouveau autour de Jupiter et Saturne, là il y a un gros noyau parce que la planète est grosse. C'est que s'il y a eu de la vie sur Mars, elle s'est arrêtée il y a au moins 3 milliards d'années. Alors, pour d'autres raisons, parce que s'il y a eu de la vie sur Mars au début, il y aurait 3,8 milliards d'années à peu près, mais l'eau s'est évaporée, l'atmosphère est partie, et c'est devenu totalement invivable, c'est même pire que le désert. De la même manière que vous savez que la vie sur Terre s'arrêtera dans 1 milliard d'années, parce que la chaleur venant du Soleil augmente régulièrement, et dans 1 milliard d'années, il n'y aura plus d'eau liquide sur Terre. Autrement dit, nous sommes actuellement dans le sens de la vie, plus près de la fin que du début. Mais ne vous désespérez pas, 1 milliard d'années, on attend de réagir. Oui, je suis assez tranquille. Qu'entendent les journalistes par quelque chose d'intéressant sur Mars? C'est vrai, quoi? On va y chercher quoi d'intéressant? Comprendre. Mieux comprendre. C'est fondamental. On va y chercher de la science, des informations scientifiques. Absolument, pas à pas. Et puis c'est toute la question de l'exploration que vous posez. Enfin, si on avait demandé à Christophe Colomb qu'est-ce qu'il allait chercher, il allait chercher les Indes, il a découvert l'Amérique. On part, on explore. Donc Mars, c'est la chose que l'on peut explorer aujourd'hui. Il allait ouvrir des routes commerciales aussi, Christophe Colomb. Il y avait aussi un peu d'argent. Oui, mais c'est pas ça qu'il a fait. Finalement. Donc, si vous voulez, c'est, je crois, de l'ouverture et effectivement, l'exploration, c'est rester en capacité d'avancer en fonction de ce qu'on trouve. Donc, il faut accepter l'idée, c'est très intéressant, qu'il y a peut-être quelque chose ou sans doute quelque chose d'intéressant à découvrir. C'est ça. Il faut y aller. C'est une bibliothèque avec plein de livres qui racontent plein d'histoires différentes des différentes époques. C'est vraiment ça. C'est l'idée de pénétrer dans cette bibliothèque et d'aller à chaque couche comprendre à quoi ressemblait l'environnement de la planète et son histoire. Donc ça n'existe pas sur Terre. Ça a été broyé, détruit par l'activité terrestre. Et là, on a tout d'un coup accès à justement ces grimoires, ces parchemins qu'il faut apprendre à lire. On ne sait pas nécessairement où sont les bonnes feuilles, on ne sait pas nécessairement si on est au bon endroit, mais par contre, on sait que les livres sont là, qui sont très anciens. C'est un peu l'aventurier de l'Arche perdue. Il y a une chose qui est quand même très drôle, c'est pas la guerre des étoiles, mais moi j'ai gagné Indiana Jones, c'est déjà ça. Mais écoutez, c'est ça, vous allez actuellement au cinéma, vous pouvez trouver en DVD un film qui a été fait par les studios Disney il y a quelques mois. Ça s'appelle Turner. Voilà, Turner, c'est un personnage qui a été inventé justement par celui qui a écrit Tarzan en 1912. Et il imagine une princesse sur Mars qui est en danger. Et vous avez pardon, Carter s'appelle, John Carter. Je dis Turner, mais c'est Carter.
Et vous avez ce personnage inventé il y a un siècle, qui est mis en image un siècle plus tard, montrant une princesse martienne qui est sauvée par un terrien. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'à un siècle d'écart, la magie du fantasme martien est toujours présente. On a toujours envie de voir des princesses sur Mars, on a toujours envie de raconter des histoires de civilisation, on a toujours envie de rêver à partir d'une planète qui ressemble à quelque chose de mort, de disparu, mais cette envie de magie, cette envie de merveilleux, à travers Carter qu'on retrouve justement comme un Tarzan de l'époque moderne, c'est quelque chose de très touchant. Et pour répondre à votre question, programmer la recherche est un oxymore, par définition une découverte, c'est inattendu. Très bien. Il existe, on cherche quand même bien quelque chose, même si c'est pas forcément ce qu'on trouve. Il existe des milliers de photos de la Lune ou de Mars, pourquoi le public ne peut-il pas se les procurer? On peut sans problème sur Internet. Tout? Tout. Y compris Saturne, y compris Jupiter, y compris Neptune, y compris Uranus. C'est pas classifié, il n'y a pas de secret défense sur l'espace. C'est même pas difficile à trouver. C'est facile à trouver, et étant responsable d'une partie de ces photos de leur légende, je peux vous dire que ça se trouve facilement. Et je dirais même plus, c'est que les bases de données, des photos, encore une fois, c'est une chose, mais les données scientifiques elles-mêmes sont disponibles très rapidement à toute la communauté scientifique et au grand public. Alors bien sûr, on n'y va pas, on ne va pas s'y promener facilement. Il faut quand même savoir ce qu'on va chercher. Mais c'est public. Et il faut bien se mettre. Et les échantillons de la Lune sont publics avec des arguments. Pourquoi les photos ne sont-elles pas en couleur? Si. Elles le sont en couleur. D'ailleurs, pas la première qu'on a reçue en tout cas. Non, parce que c'est une image de placement, si je puis dire. C'est vraiment une caméra comme de surveillance. Mais je dirais, vous avez cité de beaux magazines tout à l'heure. Dans les magazines, on publie aujourd'hui des images en couleur tout à fait exceptionnelles, où on explique justement, comme disait Michel, l'intérêt des couleurs pour ceux qui sont capables de décoder l'environnement géologique des lieux. Et c'est vrai que parfois, ça ressemble vraiment à de la peinture, à des émaux, à quelque chose qui artistiquement extrêmement séduisant. J'ai une dernière question et j'ai 15 secondes, donc c'est pour vous, mais en 15 secondes. À qui appartiennent les planètes? À tout le monde, à l'humanité. Il n'est pas question de les conquérir. À l'humanité? Même pas aux extraterrestres. Comme l'Antarctique à l'humanité, c'est fondamental. Et lançons un appel à tous les gouvernements. Notre avenir, la lutte contre la violence et contre le chômage, c'est la science et la recherche qui fassent l'effort qu'il faut. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Je vous dis à demain. Pour toutes vos questions sur l'actu, c'est dans l'air sur France5.fr.